Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute. Je connais déjà le truc, dit le sergent Colomb, tandis que Chicard et lui approchaient de la guilde des fous. Reste collé contre le mur quand je vais actionner le heurtoir, d'accord ? Le heurtoir était en forme de paire de seins artificiels, du genre qui passe pour le summum du comique aux yeux des joueurs de rugby et de tous les handicapés que la chirurgie a amputés du sens de l'humour. Colomb donna un petit coup rapide, puis se jeta à l'abri. Suivirent un cri de joie, quelques pouet-pouet de trompe, un petit air qu'un original quelque part avait dû trouver très amusant, à la suite de quoi un petit panneau coulissa au-dessus du heurtoir, et une tarte à la crème émergea lentement au bout d'un bras en bois. Le bras se cassa net et la tarte s'écrasa en un petit tas au pied de Colomb. « Moche, hein » fit Chicard. La porte s'ouvrit maladroitement, s'entr'ouvrit plus exactement, et un petit clown leva les yeux sur lui. « Qu'est-ce que c'est que ça que c'est ?» fit-il. « Pourquoi le gros monsieur frappe à la porte ?»« Je sais pas, » répondit machinalement Colomb. « Pourquoi le gros monsieur frappe à la porte, alors ?» Ils se regardèrent l'un l'autre, empêtrés dans leur dialogue. « C'est ce que je vous demande !» lui reprocha le clown, d'une voix morne et déprimée. Le sergent Colomb fit force rame vers le rivage de la raison. « Sergent Colomb, guet de nuit, se présenta-t-il. Et là, c'est le caporal Chic. On vient parler à quelqu'un du gars qu'on a trouvé dans le fleuve, voyez. Oh, oui. Pauvre Ferrer et Bouldingue. Vaut mieux entrer alors, je pense, fit le clown. Chicard allait pousser la porte lorsque Colomb l'en empêcha et pointa sans un mot le doigt vers le haut. On dirait qu'il y a un seau de blanchot au-dessus de la porte, fit-il. Sans blague, s'étonna le clown. Tout petit, il portait des chaussures immenses qui lui donnaient l'allure d'un L majuscule. Un maquillage couleur chair lui enduisait la figure, par-dessus lequel il avait peint de gros sourcils froncés. 2 vieux balais à franges teints en rouge lui tenaient lieu de cheveux. Il n'était pas gros, mais une espèce de cerceau dans son pantalon était censé lui donner un embonpoint comique. Une paire de bretelles en caoutchouc, afin que son pantalon joue au yo-yo dès qu'il marchait, apportait une dernière touche à l'image parfaite du crétin fini. « Oui, répondit Colomb, comme je vous dis. »« Sûr ? Catégorique. »« Désolé, fit le clown. C'est ridicule, je sais, mais c'est traditionnel, comme qui dirait. » Un instant. Les 2 agents entendirent un escabeau qu'on traînait près de la porte, des chocs métalliques et des jurons. « Voilà, entrez. » Le clown leur fit traverser le corps de garde. Seul le flop-flop de ses chaussures sur les pavés rompait le silence. Puis une idée parut lui venir. « C'est un coup à tenter, je sais bien, mais j'imagine qu'aucun de vous deux a envie de sentir la fleur à ma boutonnière ? » Non, non. Non, je m'en doutais. Le clown soupira. « C'est pas facile, vous savez. Faire le clown, j'entends. On m'a collé de service à l'entrée parce que je suis à l'essai. »« Ah oui ? J'oublie tout le temps. C'est triste extérieurement et joyeux intérieurement ou le contraire ? Je m'embrouille sans arrêt. » « Pour ce qui est de Ribouldingue, reprit Colomb, on est justement en train de procéder à ses funérailles, fit le petit clown. C'est pour ça que j'ai mon pantalon en berne. Ils émergèrent à nouveau au soleil. Des clowns et des fous bordaient la cour. Des grelots tintinabulaient au vent. Le soleil se réfléchissait sur les nez rouges et sur les jets d'eau qui fusaient régulièrement de fausses fleurs de boutonnière. Le clown fit entrer les gardes dans une file de fous.
Je suis sûr que le docteur Leblanc vous parlera dès qu'on aura fini, dit-il. Au fait, je m'appelle Pipeau. Il tendit la main d'un air encourageant. La serre pas, prévint Colomb. Pipeau prit une mine déconfite. Un orchestre se mit à jouer, et une procession de membres de la guilde sortit de la chapelle. Un clown marchait un peu en avant des autres, une petite urne dans les mains. C'est très émouvant, dit Pipeau. Sur une estrade, de l'autre côté de la cour, se tenait un gros clown qui portait un pantalon bouffant, des bretelles gigantesques, un nœud papillon tournoyant doucement au vent et un haut de forme. Son maquillage exprimait la grande douleur. Il tenait une vessie au bout d'un bâton. Le clown en charge de l'urne atteignit l'estrade, grimpa les marches et attendit. L'orchestre se tut. Le clown en haute forme tapa de la vessie sur la tête du porteur d'urne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le porteur d'urne s'avança, agita sa perruque, tint l'urne d'une main, tandis que de l'autre, il tirait sur la ceinture du clown, puis, avec une grande solennité, lui déversa dans le pantalon les cendres de feu ribouledingue. Un soupir monta de l'assistance. L'orchestre attaqua la marche des idiots, l'hymne de la corporation. L'extrémité du trombone s'envola et frappa un clown derrière la tête. L'homme se retourna et décocha un coup de poing au collègue suivant, lequel se baissa, si bien que ce fut un troisième qui écopa à travers la grosse caisse. Colomb et Chicard échangèrent un regard et secouèrent la tête. Pipeau sortit un grand mouchoir rouge et blanc et se moucha dans un barrissement cocasse de trompette. « Classique », commenta-t-il. « C'est ce qu'il aurait voulu. »« Vous avez une idée de ce qui s'est passé ?» demanda Colomb. « Oh oui, frère Grineldi a utilisé le vieux truc de la démarche du clown et renversé l'urne dans... Je veux dire, pourquoi il est mort, Ribouledingue ?»« On croit que c'est un accident, » répondit Pipeau. « Un accident, » fit Colomb d'une voix terne. « Oui, c'est ce que pense le docteur Leblanc. » Pipeau jeta un bref coup d'œil en l'air. Ils suivirent son regard. Les toits de la guilde des assassins jouxtaient la guilde des fous. Ça ne se faisait pas d'inquiéter ainsi des voisins, surtout quand on ne disposait pour seule arme que d'une tarte à la crème bordée de pâte brisée. « C'est ce que pense le docteur Leblanc, » répéta Pipeau en baissant les yeux sur ses chaussures démesurées. Le sergent Colomb aimait la tranquillité, et la ville pouvait se passer d'un clown ou deux. De son point de vue, la perte de tout le bazar ne pouvait que rendre le monde un brin plus heureux. Et pourtant, honnêtement, il ne savait pas ce qui arrivait au guet depuis quelque temps. C'était carotte, voilà. Même le vimère s'y était mis. On ne laissait plus rien passer. Peut-être qu'il nettoyait un gourdin, comme qui dirait, et que c'est parti tout seul, suggéra Chicard. Sur lui aussi, ça avait des teints. Personne n'aurait voulu tuer le jeune Ribouledingue, fit le clown d'une voix calme. C'était un brave garçon, que des amis. Sauf un, objecta Colomb. La cérémonie était terminée. Fous, bouffons et clowns retournaient à leurs tâches, se retrouvaient bloqués aux portes qu'ils devaient emprunter. Ce qui occasionna des bousculades, des bourrades, des coins-coins de nez et des culs par terre. Une scène a donné envie même à un homme gai comme un pinson de s'ouvrir les veines par un beau matin de printemps. Tout ce que je sais, dit Pipeau à voix basse, c'est qu'hier, quand je l'ai vu, il avait l'air très... bizarre. Je l'ai appelé au moment où il passait les portes et... Comment ça, bizarre ? Demanda Colomb. Je suis en train de détecter, se dit-il avec un soupçon de fierté. On répond à mes questions. Je sais pas, bizarre, pas vraiment lui-même. C'était hier ? Oh oui, le matin. Je sais ça parce que le tableau de service des gardes à l'entrée. Hier matin ? C'est ce que j'ai dit, monsieur. Remarquez, on était tous un peu sans dessus-dessous après la détonation. Frère Pipeau ? Oh non, marmonna le clown. Une silhouette venait à grands pas dans leur direction. Une silhouette effrayante. Les clowns ne sont pas drôles, ce n'est pas leur fonction. On rit d'eux, mais uniquement par nervosité. L'intérêt des clowns, c'est qu'après les avoir vus, tout ce qui arrive paraît agréable. On se réjouit de savoir qu'il existe plus dérangé que soi. Faut bien que quelqu'un soit la risée du monde.
Mais même les clowns ont leur bête noire, et c'est le clown blanc. Celui qui ne se trouve jamais sur la trajectoire de la tarte à la crème. Celui qui porte le costume immaculé étincelant et le maquillage blafard inexpressif. Celui au petit chapeau pointu, aux lèvres minces et aux sourcils noirs délicats. Le docteur Leblanc. « Qui sont ces messieurs ?» demanda-t-il. Commença Buffo. « Le guet de nuit, monsieur, » répondit Colomb en saluant. « Et que faites-vous ici ?»« On mène notre enquête sur le décès fatal du clown Ribouldingue, monsieur. »« Je pense que c'est plutôt l'affaire de la guilde, sergent, pas vous ?»« Ben, monsieur, on l'a quand même retrouvé dans le... » « Nous n'avons nul besoin d'embêter le guet avec cette histoire, j'en suis sûr, » fit le docteur Leblanc. Colomb hésita. Il aurait préféré affronter le docteur Crucial plutôt que cette apparition. Au moins, ça entrait dans leurs attributions aux assassins de semer l'inquiétude. Sans compter que les clowns n'avaient que peu de différence avec les mimes. « Oui, monsieur, dit-il, un accident, c'est évident, non ? » « Tout à fait. Frère Pipeau va vous reconduire à la porte, dit le patron des clowns. Ensuite, ajouta-t-il, il viendra me faire son rapport dans mon bureau. Il a bien compris ? Oui, docteur Leblanc, marmonna Pipeau. Qu'est-ce qu'il va vous faire ? Demanda Chicard, tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. Le chapeau rempli de blanc de chaux, sûrement, répondit Pipeau. Une tarte dans la figure avec de la chance. Il ouvrit le portillon. On est nombreux ici à râler, chuchota-t-il. Je vois pas pourquoi on leur laisserait passer ça à ces connards. On devrait faire une descente chez les assassins et s'expliquer avec eux. Pourquoi les assassins ? Fit Colomb. Pourquoi ils zigouilleraient un clown ? Pipeau prit un air fautif. J'ai rien dit, moi. Colomb posa sur lui un regard mauvais. Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe, monsieur Pipeau. Pipeau jeta un coup d'œil circulaire, comme s'il s'attendait à recevoir d'une seconde à l'autre une tarte à la crème vengeresse. « Trouvez son nez !» souffla-t-il. « Trouvez donc son nez, son pauvre nez !» La porte se referma en claquant. Le sergent Colomb se tourna vers Chicard. « Est-ce que la première pièce à conviction avait un nez, Chicard ?»« Oui, Fred. »« Alors de quoi il parlait ?»« Aucune idée. » Chicard se gratta un furoncle prometteur. « Peut-être qu'il causait d'un faux tarin. Tu sais, les rouges avec un élastique. Ceux qui croient marrant, » précisa-t-il en grimaçant. Il n'en avait pas. Colomb gratta à la porte en prenant soin de se tenir à l'écart d'un éventuel attrape-nigaud follement amusant. Le panneau coulissa. « Oui, souffla Pipeau. Vous parliez de son faux nez ?» fit Colomb. « Son vrai, maintenant tirez-vous. » Le panneau se referma sèchement. « Cintré, » fit Chicard d'un ton catégorique. « Ribouldingue avait un vrai nez. Tu l'as trouvé normal, toi, son nez ?» demanda Colomb. « Ouais, il y avait 2 trous dedans. Bon, j'y connais rien en pif, mais soit le frangin Pipeau se gourre complètement, soit il se passe quelque chose de louche. » « Comme quoi ?»« Ben, Chicard, t'es ce que j'appellerais un soldat de métier, c'est pas ?»« Tout juste, Fred. »« Combien de renvois t'as eu ?»« Un paquet, » répondit fièrement Chicard, « mais je me mets toujours la main devant la bouche. Pour manquement à l'honneur, je veux dire. T'as connu des tas de champs de bataille, non ? Des dizaines. » Le sergent Colomb hocha la tête. « Alors t'as vu des tas de cadavres, pas vrai, quand tu donnais des soins aux victimes ?» Le caporal Chic opina. Tous deux savaient que les prétendus soins donnés aux victimes consistaient à récolter leurs bijoux personnels et à les dépouiller de leurs chaussures. Sur maints champs de bataille lointains, la dernière chose qu'avait vue plus d'un ennemi blessé à mort, c'était le caporal Chic se dirigeant vers lui, la mine décidée, armé d'un sac et d'un couteau. « C'est dommage de laisser perdre de la bonne came, » dit Chicard. « T'as donc remarqué que les cadavres des morts deviennent encore plus morts ?» fit le sergent Colomb. « Plus morts que morts ? Tu sais bien, plus cadavérique, » dit un sergent Colomb promu expert en médecine légale. « Quand ils deviennent raides, violacés et tout le toutim. Voilà. Et après, comme qui dirait, miteux et baveux. Oui, c'est ça. C'est moins du rail de leur étouffer leur bagouze, remarque. Ce que je veux dire, Chicard, c'est qu'on voit si un cadavre est récent ou pas, si ça fait longtemps qu'il est là. Notre clown, par exemple. Tu l'as vu tout comme moi. Faisait combien, d'après toi ? Dans les 1m75, je dirais. Ses pompes lui allaient pas, je le sais, trop large. Je te demande si ça faisait longtemps qu'il était mort.
2 jours. C'est évident à cause de... Alors comment t'expliques que Pipo l'a vu hier matin? Ils s'éloignèrent d'un pas tranquille. Un vrai casse-tête, ça, fit Chicard. T'as raison. Je pense que ça va drôlement intéresser le capitaine. C'était peut-être un zombie? M'étonnerait. Jamais pu les blairer, les zombies, fit Chicard d'un air songeur. Vraiment? Trop coton de leur piquer leur godasse. Le sergent Colomb adressa un signe de tête à un mendiant qui passait. Tu pratiques toujours tes danses traditionnelles tes soirs de libre, Chicard? Oui, Fred, on répète la cueillette des lilas doux cette semaine. Il y a une double traversée vachement compliquée. T'es vraiment un gars plein de dons, Chicard. Pas tant que ça, il a souvent fallu que je me serve tout seul, Fred. Je veux dire, tu présentes les symptômes d'une dichotomie fascinante. Chicard balança un coup de pied à un petit chien pouilleux. T'as encore lu des bouquins, Fred? Faut que je me cultive, Chicard. C'est les nouvelles recrues. Carotte a le nez plongé dans un livre les 3/4 du temps. Angois connaît des mots que j'ai jamais entendus. Même le nabo est plus malin que moi. Ils arrêtent pas de me faire déféquer avec ça. Je suis mal loti côté cerveau. T'es plus malin que détritus, fit remarquer Chicard. C'est ce que je me répète. Je me dis, Fred, n'importe comment, t'es plus malin que détritus. Mais aussitôt, je rajoute, Fred, la levure aussi. Il se détourna de la fenêtre. Bon, saleté de guet, saleté de vimère. Précisément l'homme qu'il ne fallait pas au mauvais moment. Pourquoi ne retenait-on pas les leçons de l'histoire? Il avait la trahison dans les gènes. Comment une ville pouvait-elle tourner rond avec un type pareil fouinant partout? Un gars ne servait pas à ça. Ses agents devaient en principe faire ce qu'on leur disait et veiller à ce que tout le monde agisse de même. Un gêneur comme Vimer risquait de tout ficher par terre. Non pas parce qu'il était intelligent. On n'avait jamais vu d'agent du guet intelligent, il y avait contradiction dans les termes. Le fusil reposait sur la table. Qu'est-ce que je vais faire de Vimer? Le tuer. Angois se réveilla. Il était presque midi, elle était couchée dans son lit chez Madame Keck et on frappait à la porte. Fit-elle. Je sais pas, je lui demande de s'en aller? Lança une voix dans la région du trou de serrure. Angois réfléchit vite. Les autres locataires l'avaient prévenue. Elle attendit pour donner sa réplique. Ah, merci, ma jolie, j'oubliais, fit la voix. Il fallait choisir son moment avec Madame Keck. Ce n'était pas facile de vivre chez une logeuse dont l'esprit n'était relié au présent que pour la forme. Madame Keck était médium. « Vous avez laissé votre préconnaissance branchée, Madame Keck » dit Angois, qui balança ses jambes hors du lit et fouilla fébrilement le tas de vêtements sur le fauteuil. « On en est où » fit Madame Keck, toujours de l'autre côté de la porte. « Vous avez dit, je ne sais pas, je lui demande de s'en aller ?» Madame Keck, répondit Angois. Les vêtements, quelle plaie! Le loup-garou mâle, lui, au moins, n'avait besoin que de trouver un short et feindre d'avoir piqué un 100 mètres. Ah oui, Madame Keck toussa. Il y a un jeune homme en bas qui vous demande, dit-elle. Qui c'est? Fit Angois. Suivit un court silence. Oui, je crois que c'est arrangé, dit Madame Keck. Pardon, ma chère. J'ai des migraines affreuses quand on me donne pas toutes les répliques. Vous êtes humaine, ma jolie? Note de bas de page. Une logeuse demande le plus souvent « Êtes-vous visible ?» mais Madame Keck connaissait ses locataires. « Vous pouvez entrer, Madame Keck. » Ce n'était pas une chambre extraordinaire. Elle baignait dans le marron. Un revêtement de sol en toile cirée marron, des murs marrons, un tableau d'un cerf marron, au-dessus du lit marron, qu'attaquaient des chiens marrons dans une lande marron sur fond d'un ciel qui, en désaccord avec toutes les connaissances avérées de la météorologie, était marron. Une armoire marron la meublait. Si on se frayait un chemin à travers les mystérieux vieux manteaux, note de bas de page marron, qui y étaient suspendus, on débouchait peut-être dans un pays magique peuplé d'animaux parlants et de gobelins, mais ça ne valait sûrement pas le coup d'essayer. Madame Keck entra. Petite et boulotte, elle compensait sa taille réduite en portant un immense chapeau noir. Non pas un chapeau pointu de type sorcière, mais un chapeau garni d'oiseaux empaillés, de fruits en cire,
et divers articles décoratifs, tous peints en noir. Angoisse aimait bien sa logeuse. Les chambres étaient propres, note de bas de page, et marron. Les loyers modiques, et Madame Keck se montrait très compréhensive envers ceux qui menaient des existences légèrement hors normes et manifestaient par exemple une aversion pour l'ail. Elle avait une fille louve-garou et connaissait l'utilité des fenêtres au rez-de-chaussée et des portes munies de longs becs de canne qu'une patte pouvait actionner. « Il porte une cotte de maille, dit-elle. Elle tenait un seau de gravier dans chaque main. Là aussi du savon dans les oreilles. Oh, bon. Je peux y dire de foutre le camp si vous voulez. C'est ce que je fais toujours quand ça mène des indésirables, surtout armés de pieux. Je supporte pas ça, qu'on vienne me saloper les couloirs en agitant des torches et des machins. Je crois savoir qui c'est, fit Angoisse, je m'en occupe. Elle rentra sa chemise. Tirez la porte derrière vous si vous sortez, lui lança la logeuse alors que la jeune femme passait dans le couloir. Moi je m'en vais changer la terre dans le cercueil de monsieur Clin-Dieu à cause de son dos qu'il travaille. Je trouve que ça ressemble plutôt à du gravier, Madame Keck. Couche orthopédique, comprenez ? Carotte se tenait respectueusement debout sur le seuil, le casque sous le bras et l'air gêné. Oui, fit Angoisse d'un ton plutôt aimable. Bonjour. Je me suis dit, voyez que peut-être vous connaissez pas bien la ville, quoi. Je pourrais, si vous voulez, si ça vous fait rien, je prends pas mon service tout de suite, vous faire un peu visiter. L'espace d'un instant, Angoisse crut que Madame Keck lui avait repassé sa prescience. Divers avenirs lui traversèrent l'imagination. « Je n'ai pas pris mon petit déjeuner, dit-elle. Ils en servent d'excellents chez le traiteur nain Vrille, la brasserie de la rue Câble. C'est l'heure du déjeuner. Mais du petit déjeuner pour le guet de nuit. Je suis pour ainsi dire végétarienne. Il propose aussi un rat de soja. » Elle céda. « Je vais chercher mon manteau. »« Ha ha !» fit une voix aussi cynique que méprisante. Elle baissa les yeux. Gaspode, assis derrière Carotte, s'efforça d'avoir l'air mauvais tout en se grattant furieusement. « Hier soir, on a coursé un chat jusque dans un arbre, dit le chien. Toi et moi, hein ? On pourrait faire la bête à deux dos. Le destin nous a jetés dans les pattes l'un de l'autre, comme qui dirait. Allez, va-t'en. Pardon ? Fit Carotte. Pas vous, le chien, là. Carotte se retourna. Lui ? Il vous ennuie ? C'est une brave petite bête. Ouah, ouah, biscuit. Carotte se tapota machinalement la poche. Tu vois, fit Gaspode, ce gars-là, c'est monsieur Naïf, j'ai pas raison ? On accepte les chiens dans les commerces de nains ? Demanda Angoisse. Non, répondit Carotte. Sur un croc de boucher, fit Gaspode. Vraiment ? Ça me va, dit Angoisse, je vous suis. Végétarienne ? Marmonna Gaspode en clopinant à leur suite. Ça par exemple. La ferme. Pardon ? Fit Carotte. Non, je réfléchissais tout haut. L'oreiller de Vimer était dur et froid. Il le tâta avec précaution. C'était dur et froid parce qu'il ne s'agissait pas d'un oreiller, mais d'une table. Il avait apparemment la joue collée dessus et ne tenait pas à deviner avec quoi. Il n'avait même pas trouvé moyen d'ôter son armure. Mais il trouva moyen de décoller un œil. Il écrivait dans son carnet. Essayait de trouver un sens à toute cette histoire. Puis, il s'était endormi. Quelle heure ? Pas de temps à perdre. Il nota « Volé à la guilde des assassins, fusil, flèche, cogne-jarret tué. Odeur de feu d'artifice. Morceau de plomb. Symbole alchimique. Deuxième cadavre dans fleuve. Un clown. Où passait son nez rouge ? Disparu. Fusil lié ? » Il fixa les notes griffonnées. « Je suis sur la bonne voie, se dit-il. Pas besoin de savoir où elle mène, suffit de la suivre. On trouve toujours un crime en cherchant bien. Et les assassins sont dans le coup. Suivre la moindre piste. Vérifier le moindre détail. Tout éplucher. J'ai faim. » Il se mit debout sur des jambes flageolantes et se contempla la figure dans le miroir fêlé au-dessus du lavabo. Les événements de la veille filtrèrent à travers le bouchon de gaz de sa mémoire. Le visage du seigneur Veterini en occupait le centre. Cette seule image mit Vimer en colère.
Son culot, quand il lui avait ordonné de ne pas se mêler du vol de... Le capitaine fixait son reflet dans la glace. Quelque chose lui piqua l'oreille et fit voler le miroir en éclats. Le capitaine fixa le trou dans le plâtre, entouré des restes d'un cadre de miroir. Autour de lui, les débris de verre continuaient de teinter sur le plancher. Il resta cloué un long moment sur place. Puis ses jambes, parvenant à la conclusion que son cerveau prenait des vacances, jetèrent le reste de sa personne à terre. Il entendit un autre tintement, et une bouteille de constricteur à demi pleine explosa sur le bureau. Il ne se rappelait même pas l'avoir achetée. Il se déplaça à quatre pattes et se redressa à côté de la fenêtre. Des images lui défilèrent à toute allure dans la tête. Le nain mort, le trou dans le mur. Une pensée parut lui naître au creux des reins et lui remonter jusqu'au cerveau. C'étaient des murs de latte et de plâtre et en cire de surcroît. Avec un petit effort, on passait le doigt à travers. Alors un bout de métal. Il tomba à plat ventre à l'instant même où un poc coïncidait avec l'apparition d'un trou dans le mur d'un côté de la fenêtre. Une bouffée de poussière de plâtre s'envola. Son arbalète était appuyée sur le mur. Il n'était pas un crack, mais existait-il des cracks de l'arbalète, hein ? On la pointait et on tirait. Il l'amena vers lui, roula sur le dos, colla le pied dans l'étrier et détendit le câble jusqu'à ce qu'il cliquette dans le cran de déclenchement. Puis, il roula en arrière sur un genou et inséra un carreau dans la gorge. Une catapulte, voilà ce que c'était. Forcément. Un modèle pour troll, peut-être. Un tireur grimpé sur le toit de l'opéra ou sur une hauteur quelconque. Détourner son tir. Il ramassa son casque et se le mit en équilibre au bout d'un autre carreau. Il lui suffisait de s'accroupir sous la croisée et... Il réfléchit un instant. Puis, il se traîna jusque dans l'angle où se dressait une perche terminée par un crochet. Elle servait autrefois à ouvrir les fenêtres supérieures, à présent bloquées par la rouille depuis longtemps. Il posa son casque sur le crochet, se cala dans l'angle et, au prix de gros efforts, déplaça la perche de façon que le casque dépasse légèrement au-dessus du rebord de la fenêtre. Poc ! Des éclats de bois fusèrent du plancher, là où un homme à plat ventre qui aurait prudemment agité un leurre du genre casque au bout d'un bâton se serait bel et bien fait trouer la peau. Vimer sourit. On essayait de le tuer, et du coup il se sentait plus vivant que jamais. Son agresseur était aussi un poil moins intelligent que lui. Une qualité qu'on devrait toujours souhaiter chez son meurtrier en puissance. Il lâcha la perche, ramassa l'arbalète, passa en trombe devant la fenêtre, tira vers une vague silhouette sur le toit de l'opéra en face, comme si son arme pouvait porter aussi loin, traversa la pièce d'un bond et ouvrit brutalement la porte d'une traction. Un projectile s'écrasa dans l'encadrement au moment où le battant se refermait sur son dos. Il dévala ensuite l'escalier du fond, franchit la porte, passa par-dessus le toit des cabinets, enfila le passage à tabac, grimpa les marches à l'arrière de chez Zorgite le rétrophrénologue, note de bas de page. Explication. La phrénologie, tout le monde le sait, est une méthode qui permet de lire le caractère, les dispositions et les capacités d'un individu par l'examen des bosses et des creux de sa tête. Donc, conformément à la logique qui caractérise la pensée morporkienne, il doit être possible de façonner le caractère en occasionnant des bosses plus ou moins grosses partout où il faut. On peut entrer dans une boutique et commander une nature artistique portée sur l'introspection avec une pincée d'hystérie. Ce qu'on obtient en réalité, ce sont des coups sur la tête, assénés à l'aide d'un jeu de maillets de différentes tailles, mais ça crée des emplois et fait circuler l'argent, ce qui est l'essentiel. Donc, il grimpa les marches à l'arrière de chez Zorgite le rétrophrénologue, pénétra dans la salle d'opération et fonça vers la fenêtre. Zorgite et son patient, du moment, l'observèrent d'un œil étonné. Le toit de Pugnan était désert. Vimer se retourna et croisa deux regards intrigués. « Bonjour, capitaine Vimer !» fit le rétrophrénologue dont la grosse main en l'air brandissait encore un marteau.
Vimer fit un sourire dément. J'ai cru, commença-t-il avant d'enchaîner aussitôt, voir un papillon rare d'un grand intérêt sur le toit là-bas. Troll et Patient regardèrent poliment derrière lui. Mais je me suis trompé, ajouta le capitaine. Il reprit la direction de la porte. Excusez le dérangement, dit-il. Puis il sortit. Le patient de Zorgit le regarda s'en aller avec curiosité. Il avait bien une arbalète, non fit-il. Pas ordinaire, ça, de courir après les papillons rares d'un grand intérêt avec une arbalète. Zorgit rajusta la position de la grille sur le crâne chauve de son patient. Je sais pas, dit-il. J'imagine que ça les empêche de déclencher toutes ces fichues tempêtes. Il reprit son maillet en main. Bon, on était parti. Pourquoi aujourd'hui? L'esprit de décision, c'est ça? Oui. Enfin, non. Peut-être. D'accord. Zorgit visa. Ça va pas faire mal du tout, dit-il en y croyant dur. Davantage qu'une brasserie, c'était pour ainsi dire un centre de réunion de la communauté naine. La rumeur des voix cessa quand Angua fit son entrée, quasiment pliée en deux, mais reprit un poil plus fort et plus rigolarde à l'arrivée de Carotte. Le caporal adressa des signes de main joyeux aux autres clients. Puis il déplaça 2 chaises avec précaution. On arrivait juste à se tenir droit quand on s'asseyait par terre. Très sympa, fit Angua. Ethnique. Je viens souvent, dit Carotte. On y mange bien, et c'est vrai, ça paye de laisser traîner les oreilles. Est-ce qu'elles doivent ramasser de poussière ici fit Angua qui éclata de rire. Pardon? Ben, je veux dire, on est tellement près du sol. Elle sentait un gouffre s'ouvrir de plus en plus grand après chacune de ses paroles. Le niveau sonore avait soudain de nouveau décru. Fit Carotte en la regardant fixement. Comment dire, tout le monde discute en nain, mais écoute en humain. Excusez-moi. Carotte sourit, adressa un signe de tête au cuisinier derrière le comptoir et s'éclaircit bruyamment la voix. Je crois que j'ai peut-être un bon pour la gorge quelque part, commença Angua. Je commentais le petit déjeuner, dit Carotte. Vous connaissez la carte par cœur? Oh oui, mais c'est aussi écrit au mur. Angua se retourna et regarda une nouvelle fois ce qu'elle avait pris pour des éraflures faites au hasard. C'est de l'ogam, expliqua Carotte. Une écriture runique, ancienne et poétique, dont les origines se perdent dans la nuit des temps, mais on pense qu'elle date d'avant même les dieux. Mince alors, qu'est-ce que ça dit? Carotte s'éclaircit réellement la voix cette fois. Saucisse, œufs, haricots et rats, 12 sous. Saucisse, rats et pain frit, 10 sous. Rats au fromage frais, 9 sous. Rats et haricots, 8 sous. Rats et sauce tomate, 7 sous. Rats, 4 sous. Pourquoi est-ce que la sauce tomate coûte presque aussi cher que le rat? Demanda Angua. Vous avez déjà essayé du rat sans sauce tomate? Fit Carotte. De toute façon, je vous ai commandé du pain de nain. Vous avez déjà mangé du pain de nain? Non. Tout le monde devrait y goûter une fois. Carotte donna l'impression de réfléchir. C'est ce que font la plupart des gens, ajouta-t-il. Note de bas de page. Le rat au fromage frais n'est qu'un des nombreux plats que propose Ankh-Morpork, ville cosmopolite s'il en est. Selon la brochure de la guilde des marchands Bienvenue à Ankh-Morpork citée aux 1000 surprises, voici quelques autres spécialités à ne pas manquer dans ces grands magasins regorgeant de délices. Le coup de sang, le bordé de nouilles, le filet des greffins, le poudingue de l'araignée, les boulettes du diable, note de bas de page, à ne pas confondre avec la boulette du diable écossaise, sorte de poudingue à la graisse de bœuf garnie de fruits. La version d'Ankh-Morpork fait à la langue l'effet d'une meringue délicate et à l'estomac celui d'une boule de bowling en béton. Donc, suite de la note de bas de page précédente, les boulettes du diable, sans oublier le bourre-pif, le fameux sandwich aux châtaignes sélectionnées. Ce n'est pas pour rien que l'on dit « on ne connaît pas Ankh-Morpork si on n'a pas goûté au bourre-pif ». 3 minutes et 30 secondes après son réveil, le capitaine Vimer, du guet de nuit, gravit les dernières marches qui menaient au toit de l'opéra de la ville, chercha sa respiration et vomit « allegro ma non troppo ». Puis,
Il s'adossa contre le mur en agitant vaguement son arbalète devant lui. Il n'y avait personne d'autre sur le toit. Seulement la couverture de plomb qui s'étendait et absorbait le soleil du matin. Elle était déjà presque trop chaude pour qu'on s'y déplace. Quand il se sentit un peu mieux, il fureta parmi les cheminées et du côté des lucarnes. Mais il existait une dizaine de moyens de redescendre et un millier de cachettes. De sa position élevée, il voyait directement dans sa chambre. À vrai dire, il avait vu sur la plupart des chambres de la ville. Une catapulte ? Non. Ah bah, au moins, il y avait eu des témoins. Il s'approcha du bord du toit et regarda par-dessus. « Salut là-dessous !» dit-il. Il battit des paupières. Il y avait 6 étages et ce n'était pas un spectacle conseillé quand on vient de se vidanger l'estomac. « Tu pourrais monter, s'il te plaît ?» fit-il. « Encore. » Vimer recula. Il entendit un raclement pierreux et une gargouille se hissa laborieusement par-dessus le parapet en se déplaçant à la façon d'une animation image par image de mauvaise qualité. Il connaissait mal les gargouilles. Carotte avait un jour avoué son admiration pour cette espèce urbaine de troll qui avait développé un rapport symbiotique avec les gouttières et notamment pour la manière dont elle canalisait les eaux d'écoulement par les oreilles avant de les rejeter par la bouche à travers un fin tamis. C'était sans doute l'espèce la plus étrange du disque. Note de bas de page. Faux. Vimer voyageait peu, sauf à pied, et ne savait pas grand-chose de la grive suicide de l'encre, par exemple, du lemme filocheur qu'on ne trouve que dans 2 dimensions et qui dévore les mathématiciens, ni du papillon météo quantique. Mais il se peut que l'espèce la plus étrange, voire la plus triste du disque-monde, soit le babar l'ermite. Cet éléphant, dépourvu de la peau épaisse de ses proches cousins, vit dans des huttes auxquelles il ajoute des étages et des annexes au fil de sa croissance. Il est déjà arrivé qu'un voyageur traversant les plaines des terres d'Ogonda se réveille un matin au beau milieu d'un village qui n'existait pas la veille au soir. On voyait peu d'oiseaux nichés sur des bâtiments colonisés par les gargouilles, et les chauves-souris préféraient faire un détour. « Comment tu t'appelles, l'ami ?»« On est sur la Grand-Rue. » Les lèvres de Vimer s'agitèrent tandis qu'il convertissait mentalement tous ces sons en mots imprononçables pour une créature dont la gueule restait en permanence ouverte. Corniche qui donne sur la Grand-Rue. L'identité propre d'une gargouille restait étroitement liée à son emplacement habituel, comme une bernique. « Bon alors, Corniche, dit-il, tu sais qui je suis ?»« On, fit la gargouille d'un ton maussade. Vimer hocha la tête. Elle reste perchée par tous les temps à filtrer des moucherons par les oreilles, songea-t-il. Dans ces cas-là, on n'a pas un carnet d'adresses très rempli. Même les bulots sortent davantage. Je suis le capitaine Vimer, du guet. La gargouille dressa ses oreilles immenses. Ah, et Vimer traduisit aussi cette dernière phrase et cligna des yeux. Tu connais le caporal Carotte ? Oh oui, Vimer grogna. J'ai grandi dans cette ville, se dit-il, et quand je me promène dans la rue, tout le monde se demande qui c'est ce connard à l'air de porte de prison. Carotte n'est arrivé que depuis quelques mois et déjà tout le monde le connaît. Et lui connaît tout le monde. Tout le monde l'aime bien. Je me sentirais vexé s'il n'était pas aussi sympathique. Tu vis ici, en altitude, dit un Vimer intéressé malgré le problème plus urgent qu'il avait en tête. Comment ça se fait que tu connaisses Carotte ? Tout seul ? Oui. Quelqu'un d'autre est monté tout à l'heure ? Oui. Tu as vu qui c'était ? On y a eu un pied sur la tête et a tiré un peu à ici. Je l'ai eu à partir sur la rue Holoferne. La rue Holoferne, traduisit Vimer.
L'inconnu devait être loin désormais. « Il avait un anneau », ajouta spontanément Corniche. « Un racon à feu d'artifice. »« Un quoi ?»« Feu d'artifice. Vous savez, Hong, les étincelles. Essuyez, Hong. »« Oh, des feux d'artifice. »« Oui, c'est ce que j'ai dit. »« Un bâton à feu d'artifice ? Comme une baguette de direction de fusée ? On requin, un racon, on requin et Hong. »« On le pointe et ça fait bang ?»« Oui. » Vimer se gratta la tête. Ça ressemblait à un bourdon de mage. Mais un bourdon de mage ne faisait pas bang. « Bon bah, merci, dit-il. Tu m'as ohoué. » Il s'en retourna vers l'escalier. On avait tenté de le tuer. Et le patricien lui avait déconseillé d'enquêter sur le vol à la guilde des assassins. Il avait effectivement parlé de vol. Jusqu'alors, Vimer n'était même pas certain qu'il y avait eu vol. Et puis, bien sûr, il faut compter avec les lois du hasard. Elles jouent un rôle beaucoup plus important dans la procédure policière que ne voudrait l'admettre la logique romanesque. Pour chaque meurtre résolu grâce à la découverte consciencieuse d'une empreinte de pas ou d'un mégot de cigarette, une centaine reste impunie parce que le vent a balayé des feuilles dans la mauvaise direction ou parce qu'il n'a pas plu la veille. Tant de crimes sont élucidés par un coup de chance, une voiture qui s'arrête inopinément, une remarque surprise dans une conversation, un individu de la bonne nationalité qui se trouve justement à 5 km du lieu du crime sans le moindre alibi. Même Vimer connaissait la puissance du hasard. Sa sandale tinta contre du métal. Et ça, dit le caporal Carotte, c'est la célèbre arche commémorative en l'honneur de la bataille de Cromhorn. On l'a gagnée, je crois. On y voit plus de 90 statues de soldats glorieux, ça vaut le coup d'œil. On aurait dû élever une statue au comptable, fit une voix canine derrière Angois. La première bataille de l'univers, on a persuadé l'ennemi de vendre ses armes. Où c'est alors ? Demanda Angois en continuant d'ignorer Gaspode. Ah, oui, ça, c'est le problème, fit Carotte. Excusez-moi, monsieur Congru. Voici monsieur Congru, gardien officiel des monuments. Conformément à une tradition ancienne, il touche un salaire d'1 piastre par an et un nouveau gilet chaque jour du porcher. Un vieil homme se tenait assis sur un tabouret au carrefour, un chapeau sur les yeux. Il le releva. « Bonjour, monsieur Carotte. Vous voulez voir l'Arc de Triomphe, c'est ça ?»« Oui, s'il vous plaît. » Carotte se tourna vers Angois. Malheureusement, on a confié la réalisation du projet à Bougre de Sagouin-Janson. Le vieillard finit par sortir d'une poche une petite boîte en carton dont il ôta respectueusement le couvercle. « Où il est ?»« Juste ici, répondit Carotte, derrière ce petit bout d'ouate. »« Oh. Du point de vue de monsieur Janson, les dimensions exactes, c'est bon pour les autres, j'en ai peur. » Monsieur Congru referma le couvercle. « C'est à lui aussi qu'on doit le mémorial de Quirm, les jardins suspendus d'Ancre et le colosse de Morpork, reprit Carotte. « Le colosse de Morpork » fit Angois. Monsieur Congru leva un doigt maigre. « Ah, dit-il, partez pas !» Il se mit à tapoter les poches. « Je l'ai quelque part par là. » Cet homme n'a jamais rien conçu d'utile ? Ben, il a conçu un service à condiment d'ornement pour le seigneur Claquebec le Fou, dit Carotte alors qu'il s'en repartait d'un pas de promeneur. Il a réussi celui-là ? Pas exactement, mais, détail intéressant, 4 familles vivent dans une salière et on se sert de la poivrière comme silo à grains. Angois sourit. Carotte et ses détails intéressants. Il en connaissait une infinité sur Ankh-Morpork. Elle avait l'impression de flotter désagréablement sur un océan de détails intéressants. Marcher dans la rue en compagnie de Carotte équivalait à suivre 3 visites guidées d'un coup. « Tenez, ici, dit Carotte, c'est la guilde des mendiants, la plus ancienne des guildes, peu de gens le savent. »« Ah bon ? On croit que c'est plutôt celle des fous ou des assassins. Demandez à n'importe qui. On va vous répondre, la plus vieille guilde d'Ankh-Morpork, c'est sûrement la guilde des fous ou la guilde des assassins.
Seulement, c'est faux. Elles sont récentes, alors qu'on a une guilde des mendiants depuis des siècles. Vraiment, fit mollement Angois. En 1 heure, elle avait appris sur Ankh-Morpork plus de choses qu'aucune personne sensée n'aurait voulu en connaître. Elle soupçonnait vaguement Carotte de lui faire la cour. Mais au lieu des fleurs ou des chocolats habituels, il donnait l'impression de vouloir lui offrir une ville en paquet cadeau. Et malgré ce que lui disait un instinct plus sûr, elle se sentait jalouse. D'une ville, grand Dieu, je le connais depuis 2 jours. C'était la façon dont il s'identifiait à la cité. On s'attendait à chaque instant à le voir entonner une chanson truffée d'expressions et vers douteux tels que « Toi ma ville, tu m'as pris dans tes bras » et « je t'aime avec ivresse comme une maîtresse ». Une chanson où les passants dansent dans la rue, donnent des pommes aux chanteurs et reprennent le refrain en chœur. Où une douzaine de modestes marchandes d'allumettes se découvrent soudain d'incroyables dons chorégraphiques. Où chacun se conduit en citoyen aussi joyeux que charmant, et non comme l'individu égocentrique et malveillant auquel il se soupçonne de ressembler. Mais il faut bien l'avouer, si Carotte s'était brusquement lancée dans une chanson et une danse, tout le monde se serait mis de la partie. Il vous aurait si bien enjolé un cromlech que les menhirs se seraient rangés en ligne derrière lui pour danser la rumba. Il y a des statues anciennes très intéressantes dans la cour principale, dit-il, dont une excellente de Jimmy, le dieu des mendiants. Je vais vous montrer, ça leur est égal. Il frappa sèchement à la porte. « Vous n'êtes pas obligé, dit Angois. Ça me dérange pas. » La porte s'ouvrit. Les narines d'Angois s'évasèrent. Il y avait une odeur. Un mendiant toisa Carotte. Sa bouche béa toute grande. « Combleur Michel, non ?» fit Carotte de son ton joyeux. La porte se referma en claquant. « Ben, c'est pas très aimable, dit le caporal. « Ça pue, non ?» fit une petite voix quelque part derrière Angois. Bien que peu désireuse de répondre à Gaspode, elle se surprit à opiner. Les mendiants dégageaient un véritable cocktail d'effluves, mais 2 prédominaient. L'odeur de la peur, et plus forte que toutes les autres, celle du sang. La sentir lui donnait envie de hurler. Un conciliabule se tint derrière la porte qui s'ouvrit à nouveau. Sur toute une foule de mendiants cette fois. Tous fixaient Carotte. « D'accord, votre honneur, » fit celui qui répondait au nom de Combleur Michel. « On laisse tomber. Comment vous avez su ?»« Comment on a su que... » commença Carotte, qu'Angois réduisit au silence d'un coup de coude. « Quelqu'un s'est fait tuer, » dit-elle. « Qui c'est celle-là ?» s'enquit Combleur Michel. « L'agent Angois est homme d'armes chez nous, au guet, » répondit Carotte. « Ha ha !» s'esclaffa Gaspode. « Je dois dire que vous vous améliorez, vous autres, » dit Combleur Michel. « On a trouvé le corps il y a que quelques minutes. » Angois sentit Carotte ouvrir la bouche pour demander quel corps. Elle lui décocha un autre coup de coude. « Vaudrait mieux nous conduire auprès du type, » dit-elle. Le type en question s'avéra une typesse, dans une chambre jonchée de chiffons au 1er étage. Angois s'agenouilla près du corps. C'était clairement un corps désormais, sûrement pas une personne. Une personne portait d'ordinaire davantage de tête sur les épaules. « Pourquoi ?» dit-elle. « Pourquoi faire une chose pareille ?» Carotte se tourna vers les mendiants groupés à l'entrée. « Qui c'est ?»« Letty Nib, » répondit Combleur Michel. « C'était la femme de chambre de la reine Mariette. » Angois leva un regard vers Carotte. « La reine ?» Des fois, ils donnent le titre de roi ou de reine à celui ou celle qui les dirige, la renseigna le caporal. Il respirait avec difficulté. Angois étendit la cape de velours de la femme de chambre sur son cadavre. La femme de chambre, c'est tout, marmonna-t-elle. Un miroir en pied se dressait au milieu de la pièce, ou du moins son cadre. Les débris de la glace pailletaient le plancher tout autour. Même chose pour un carreau de la fenêtre. Carotte repoussa du pied quelques éclats. Un sillon marquait le plancher et un morceau de métal s'y trouvait incrusté. « Combleur Michel, il me faut un clou et un bout de ficelle, » dit Carotte avec lenteur et circonspection. Ses yeux ne quittaient pas le bout de métal. On aurait presque dit qu'il s'attendait à le voir bouger. «
Je crois pas, commença le mendiant. Carotte tendit le bras derrière lui sans tourner la tête et l'empoigna par son col crasseux sans effort apparent. Un bout de ficelle, répéta-t-il, et un clou. Oui, caporal Carotte. Fichez le camp, vous tous, dit Angois. Ils la regardèrent en roulant des yeux ronds. Allez, cria-t-elle en serrant les poings, et arrêtez de la reluquer. Les mendiants disparurent. Ils vont mettre un moment à trouver la ficelle, dit Carotte en balayant de la main quelques débris de verre. Va falloir qu'il mendie pour la voir, voyez. Il sortit son couteau et entreprit de creuser dans le plancher. Il finit par extraire une petite boule de métal, légèrement aplatie par son trajet à travers la fenêtre, le miroir, les lattes et certaines parties de feu létinibes jamais conçues pour voir la lumière du jour. Il la tourna et la retourna dans sa main. Angois ? Oui ? Comment vous saviez qu'il y avait un cadavre ici ? Une impression, c'est tout. Les mendiants revinrent, tellement troublés qu'ils essayaient de se mettre à 6 pour porter un unique bout de ficelle. Carotte enfonça le clou dans le cadre sous le carreau cassé pour y fixer une extrémité de la ficelle. Il planta son couteau dans le sillon et y attacha l'autre. Puis il s'allongea et visa le long du cordeau. Bon sang ! Quoi donc ? Ça a dû venir du toit de l'opéra ? Oui, et alors ? Ça fait plus de 200 mètres. Oui ? La bille s'est enfoncée de plus de 2 centimètres dans un plancher de chêne. La fille, là, vous la connaissiez ? Fit Angois qui se sentit gêné en posant la question. Pas vraiment. Je croyais que vous connaissiez tout le monde. Je la croisais comme ça à l'occasion. La ville est pleine de gens qu'on croise comme ça à l'occasion. Pourquoi est-ce que les mendiants ont besoin de serviteurs ? Tu ne te figures tout de même pas, ma jolie, que mes cheveux se coiffent comme ça tout seuls quand même. Une apparition s'encadrait à l'entrée. Son visage n'était qu'une masse de plaies et de verrues, sur lesquelles poussaient d'autres verrues et des poils par-dessus. Il devait s'agir d'une femme, mais comment savoir sous les couches et les couches de haillons ? On aurait dit que les cheveux susmentionnés avaient subi une permanente réalisée par un ouragan aux doigts enduits de mélasse. Puis l'apparition se redressa. « Oh, caporal Carotte, j'ignorais que c'était vous. » La voix désormais normale avait perdu toute trace de gênement et de cajolerie. La silhouette se retourna et abattit violemment son bâton sur quelque chose dans le couloir. « Vilain garnement, baveur Sidoine. T'aurais pu me dire que c'était le caporal Carotte. » Ah ! La silhouette pénétra dans la chambre à grands pas. « Et qui est votre bon ami, monsieur Carotte ?»« C'est l'agent Angois. Angois, je vous présente la reine Mariette des mendiants. » Pour une fois, nota Angois, la présence d'une femme dans le guet ne surprenait pas. La reine Mariette lui adressa un hochement de tête comme un signe de reconnaissance d'une travailleuse à une autre. La guilde des mendiants était un non-employeur qui ignorait la discrimination. « Le bonjour, vous ne disposez pas de 10 000 piastres pour m'acheter un petit hôtel particulier des fois ? » ?»« Non, juste pour savoir. » La reine Mariette poussa doucement le corps dans la cape. « Qu'est-ce qui a fait ça, caporal ? » ?»« Une arme nouvelle, je crois. »« Nous avons entendu un bruit de verre cassé et nous l'avons trouvée là, » dit Mariette. « Pourquoi vouloir la tuer, elle ?» Carotte regarda la cape de velours. « C'est la chambre de qui ? » demanda-t-il. « La mienne, c'est mon dressing-room. » Alors celui qui a fait ça n'en avait pas après elle, mais après vous, Mariette. Certains en haillons, d'autres en ruban et un en toche de velours. C'est dans votre charte, non ? L'habit officiel du chef des mendiants. Elle n'a sans doute pas résisté à l'envie de voir comment ça lui allait. La bonne toge, la bonne chambre, pas la bonne personne. Mariette porta la main à sa bouche au risque de s'empoisonner séance tenante. Un assassinat ? Carotte secoua la tête. Ça me paraît peu probable. Ils aiment le travail de proximité. C'est une profession à vocation sociale, ajouta-t-il avec amertume. Que dois-je faire ? Enterrer la pauvre fille, ce serait un bon début. Carotte retourna la bille de métal entre ses doigts. Puis il la flaira. Feu d'artifice, dit-il. Oui, confirma Angois. Et qu'allez-vous faire ? Demanda la reine Mariette. Vous êtes des agents du guet, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez y faire ?
Bourricot et Détritus suivaient la rue Phèdre. Bordée de tanneries, de fours à briques et de chantiers de bois, l'artère ne passait pas pour un site touristique, raison pour laquelle, soupçonnait Bourricot, on les y avait envoyés en patrouille pour qu'ils fassent connaissance avec la ville. Pour se débarrasser d'eux, oui. Le sergent Collomb trouvait qu'ils faisaient tache dans le paysage. On entendait d'autres bruits que le tintement des bottes du nain et les chocs sourds des phalanges du troll sur la route. « Je veux que tu saches, » finit par dire Bourricot, « ça me plaît pas plus à moi qu'à toi qu'on fasse équipe ensemble. »« D'accord. Mais si on doit faire avec, vaudrait mieux changer quelques trucs, tu crois pas ? » ?»« Comme quoi ? » ?»« Comme... Tu sais même pas compter, c'est ridicule. Je sais que les trolls sont capables de compter, pourquoi pas toi ? » ?»« C'est compter. » »« Alors j'ai combien de doigts, là ? » Détritus plissa les yeux. « 2 ? D'accord. Et maintenant, combien j'en ai ? 2 et 1 de plus. Alors 2 et 1 de plus, ça fait... Détritus parut pris de panique. Il s'aventurait sur le territoire du calcul. 2 et 1 de plus, ça fait 3. 2 et 1 de plus, ça fait 3. Maintenant combien ? 2 et 2. Ça fait 4. 4. Et maintenant combien ? Bourricot risqua 8 doigts. 1, 2, 4. Bourricot eut l'air surpris. Il s'était attendu à beaucoup, voire à des tas. Ça fait quoi un 2, 4 ? Un 2 et un 2 et un 2 et un 2. Bourricot pencha la tête de côté. Fit-il. D'accord. Pour un 2-4, on dit 8. 8. Tu sais, fit Bourricot en soumettant le troll à un long regard critique, t'es peut-être pas aussi bête que t'en as l'air. C'est pas difficile, on va y réfléchir. Je veux dire, moi je vais y réfléchir, et toi tu t'y mettras quand tu connaîtras les paroles. Vimer referma à la volée la porte du guet derrière lui. Le sergent Collomb leva le nez de son bureau. Il avait l'air content. « Quoi de neuf, Fred ?» Collomb prit une inspiration profonde. « Des trucs intéressants, mon capitaine. Chicard et moi, on est allés détecter à la guilde des fous. J'ai noté tout ce qu'on a découvert. Tout est là. Un rapport impeccable. » « Bien. Tout noté, regardez. Impeccable. La ponctuation et tout le toutime. » « Bravo. Il y a les virgules et tout, regardez. » « Je suis sûr que ça va me plaire, Fred. Et Bourricot et Détritus, ils ont aussi trouvé des trucs. Bourricot a aussi fait un rapport. Mais il y a moins de ponctuation que dans le mien. J'ai dormi combien de temps ? 6 heures. Vimer voulut se dégager un espace mental pour y emmagasiner toutes ces nouvelles, mais en vain. « Faut que j'avale quelque chose, dit-il. Du café, n'importe quoi. Après, je verrai le monde sous un meilleur jour. »